Tout à fait. Alors, avant toute chose, cette séance, cette présentation Zoom est enregistrée, hein. Je me dois de vous le signaler afin que d'autres participants puissent y accéder en différé. Alors, j'ai le plaisir de présenter François ce soir, même s'il est probablement parfaitement connu de vous tous. Hein, vous savez que François enseigne le yoga depuis de très nombreuses années, forme des professeurs, et par ailleurs traducteur, écrivain, conférencier très renommé dans le monde du yoga, euh, associé à l'Institut français de yoga en France. Et puis vous le savez peut-être moins, François joue un rôle éminent au sein de l'Union européenne de yoga, qui organise ce cycle de conférences, ce programme sur le thème du yoga et de la responsabilité sociale. Et l'Union européenne de yoga regroupe 22 fédérations provenant de 14 pays différents. Euh, L'Union européenne a pour but de favoriser et promouvoir un yoga dit de qualité, et c'est-à-dire de s'assurer que la formation des professeurs de yoga est elle-même de qualité. François joue lui-même un rôle important au sein de la commission pédagogique de l'Union européenne, et ce depuis de nombreuses années. Tu es, je crois, membre d'honneur de l'Union européenne. Et par ailleurs, l'Union européenne organise chaque année à Zinal, en Suisse, un congrès qui dure 6 jours, fin août. L'an dernier, il s'est tenu, c'était le 50e anniversaire du congrès de Zinal d'ailleurs. Il s'est tenu sur le thème de Hridaya, la voix du cœur. Et cette année, ou plutôt en 2024, pardon, il va se tenir à Zinal ensuite en Suisse du 18 au 23 août sur le thème du prana, source de vie. Donc, pour ceux qui n'y sont jamais allés, ou même ceux qui y sont déjà allés, je vous engage, ou je vous suggère, ou je vous propose d'y aller. C'est un lieu d'information, d'échange de bonnes pratiques, qui est tout à fait passionnant, stimulant, intéressant et sympathique. Euh, Ce soir, François, tu abordes un thème qui est tout à fait d'actualité, très intéressant, avec le titre, j'ouvre les guillemets, le yoga n'est pas une tour d'ivoire. Refermez les guillemets. Donc, tu vas nous en parler pendant environ 45 minutes, si j'ai bien compris. Et à l'issue de la présentation de François, vous serez bien évidemment les bienvenus pour poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser pendant à peu près une demi-heure. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, voilà. Donc François, je te laisse la parole. Merci Jérôme pour la clarté de ton exposé. Merci à l'Union européenne de continuer à organiser ces rencontres et merci à chacune et à chacun d'être là ce soir. Le yoga n'est pas une tour d'ivoire parce que à l'époque où je rentrais de Madras, ayant étudié au cours d'un premier séjour le yoga avec Desi Kachar, c'était en quelque sorte la litanie. Les yogis se regardent le nombril, ils se réfugient dans une tour d'ivoire, ils n'ont aucun rôle à jouer dans la société. Bon, c'était vraiment un message assez fréquent dans les médias de l'époque. Mais ce soir, j'ai envie de présenter le thème un peu autrement que ce que j'ai fait en anglais il y a quelques jours, la semaine dernière. Je voudrais d'abord me poser la question, c'est-à-dire je vous la pose en même temps, bien sûr. Est-ce que la vie a le sens que lui donne le yoga, c'est-à-dire une école à suivre tout au long de nos jours, un adhyaya et surtout un svadhyaya, une leçon sur soi qu'on apprend avec les déboires et les succès, avec les plaisirs et les peines.
Et si on doit qualifier quel serait l'objectif ultime de cet apprentissage, l'Inde en tout cas, et le yoga aussi, dit c'est le dharma, c'est-à-dire c'est réaliser et participer à l'ordre cosmique dont nous sommes tous des parties, mais un peu plus peut-être, on verra tout à l'heure. Et par conséquent, cette école, elle est exigeante parce que premièrement, quand on est, on ne nous donne pas de mode d'emploi, on ne nous dit pas d'ailleurs pourquoi on est là. Et il faut du temps avant de le réaliser. Peut-être la première chose qu'on réalise, c'est moi d'abord, en tout, parce que c'est la nature qui parle, la nature animale, mais j'ai rien contre les animaux, bien au contraire, parce que je pense qu'eux ont la chance d'être innocents, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, cette leçon, si on s'est lancé dans le yoga, eh bien, on considère peut-être que c'est vraiment le sens de la vie. Et il y a des étapes naturelles pour arriver au dharma. La première étape, et qui est très difficile, j'ai l'impression pour la plupart des gens, c'est d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Pourquoi a-t-on tant de mal à apprendre à s'aimer tel que l'on est? C'est parce que la plupart du temps, l'amour que l'on a reçu, si on en a reçu, était un amour conditionnel. Et les conditions n'étaient peut-être pas là dès le départ, parce que dès la naissance, la mère est vraiment tout à fait disponible pour l'enfant si les conditions sont, entre guillemets, favorables et normales. Mais au fur et à mesure, la pression de la société, la pression des grands-parents, la pression ensuite des professeurs à l'école, etc., ça rend la vie de l'enfant et de l'adolescent ensuite de plus en plus compliquée. Et s'aimer soi-même dans ces conditions, c'est pas facile. Surtout si on n'a pas été aimé, parce que ça aussi, c'est un cas de figure et très fréquent, soit par un défaut de la personne ou des personnes qui sont en charge de l'enfant, soit du fait des conditions de plus en plus difficiles de la vie dans notre société où tout s'accélère, tout se complique, et où éduquer ou élever des enfants devient une épreuve. Déjà, il y a plusieurs années, des Shikachars disaient le tapas, la 16, la plus fondamentale et la plus difficile pour les êtres humains, c'est élever des enfants, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Si on a été aimé, ou si on a fini par découvrir le chemin qui conduit à s'aimer soi-même, alors on peut aimer ses proches. Et ça, c'est assez universel. Même s'il y a des périodes de révolte contre les parents, d'éloignement des grands-parents, des disputes et des conflits entre conjoints, globalement, l'expérience que l'on fait de l'amour, la plus fréquente, peut-être même plus fréquente que de s'aimer soi-même, c'est d'aimer les proches, au moins partiellement et au moins à certains moments. C'est plus facile d'aimer un animal de compagnie, d'aimer une plante, parce que il n'y a pas d'enjeu réellement psychologique. Mais autrement, l'expérience de l'amour est rare. Et pourtant, il semblerait que la flèche pointée dans la direction de ce qu'est le dharma, la leçon qu'il s'agit d'apprendre dans l'existence, c'est celle de l'amour. L'amour inconditionnel. Pas l'amour vis-à-vis d'un être en particulier, de ses enfants ou de ses parents seulement. Bien sûr, ça en fait partie aussi. Mais un amour beaucoup plus ouvert et qui est en quelque sorte un état un état indépendant des relations plus que la conséquence des relations. Si c'est vraiment la responsabilité sociale majeure que d'aimer, on voit à quel point aujourd'hui l'humanité erre d'une façon dramatique
à l'opposé de ce dharma. Aimer, ça ne veut pas dire ne pas châtier ou ne pas se battre ou ne pas combattre quand il y a adharma. Ça, c'est l'enseignement majeur de la Bhagavad Gita. La non-violence, ou du moins l'absence de désir de nuire, ahimsa, c'est un dharma fondamental, mais celui ou celle qui ne le respecte pas, celui-là, on doit s'en protéger, on doit en protéger les autres. Donc ça demande globalement du courage, parce que soit on est indifférent, soit on est lâche, et s'engager socialement, fondamentalement, c'est s'engager pour essayer de réduire les injustices, la pauvreté. S'il y a un scandale sur le plan de la vie matérielle ou de la vie incarnée, c'est que tout le monde n'est pas à manger et tout le monde n'est pas un toit ou des vêtements pour se protéger. Le reste est secondaire, mais le reste a pris tellement de place dans presque toutes les sociétés, même les sociétés traditionnelles qui vivaient avec plus de parcimonie que l'Occident. Tout le monde aujourd'hui veut plus. Alors, il y a certainement une valeur dans ce que le yoga propose en termes de non-possessivité, aparigraha, ne pas vouloir plus que ce que la vie nous donne, tel qu'elle nous le donne, dans les efforts que l'on fait pour, en s'aimant, se réaliser selon nos potentiels et nos capacités qui sont différentes les uns des autres. Nous ne sommes pas tous égaux. Je ne serai jamais Mozart ou Einstein. Je suis un être limité, et s'aimer, c'est connaître ses limites et les accepter. Mais à partir du moment où on se connaît et on connaît ses limites, alors avec ce que l'on est et ce que l'on a, on peut incarner quelque chose qui est de la nature du dharma. On peut participer au chant cosmique, chant C-H-A-N-T, à la cantillation de l'univers qui se déroule sous nos yeux, aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans tout ce foisonnement d'énergie qui se déploie dans l'univers et dont on n'est que très partiellement conscient. Grandir en conscience, c'est sans doute le seul moyen pour les étapes que j'ai signifiées auparavant, c'est-à-dire s'aimer soi-même, aimer d'une manière limitée, parcellaire, ceux auxquels on s'est identifié, et puis ensuite aimer d'une manière beaucoup plus vaste et sans limite. Le seul chemin, c'est élargir sa conscience. Il y a un rapport, bien sûr, avec le tapis de yoga et la pratique du yoga, dans la mesure où plus on devient conscient de son propre organisme, pas le corps uniquement en tant qu'image ou en tant que sensation, mais l'organisme dans sa globalité, plus on en devient conscient, plus cette conscience s'ouvre aussi dans d'autres domaines. Donc, il y a un lien entre abhyasa, l'exercice, la pratique, et la leçon qu'il s'agit d'apprendre dans l'existence. Mais quel serait l'aboutissement de cet élargissement de la conscience? Alors, j'ai choisi de citer deux textes, un venant du yoga, très certainement, c'est dans la Bhagavad Gita, c'est le chapitre 6, c'est la strophe 29, qui parle de l'importance de Sama-darshana, d'une vision égale, impartiale sur tout ce qui est. La citation est la suivante: « Il se voit dans tous les êtres et il voit tous les êtres en lui, celui ou celle qui a réalisé sa vraie nature par le yoga et qui jette un regard impartial sur toute chose. » Se voir en tous les êtres et voir tous les êtres en soi,
c'est justement la seule considération ou la seule plutôt condition pour que les rapports familiaux, conjugaux, citadins, nationaux et sociaux dans l'ensemble sur la planète Terre puissent se dérouler autrement que ces heurts continuels, ces guerres qui n'ont jamais cessé. Il n'y a pas eu une année depuis le début de l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis le temps où la société s'est organisée en communauté, en collectivité et a cessé d'être nomade. Il n'y a pas eu une seule année sans qu'il y ait eu quelque part une guerre. Alors, au début, on en était moins informé sans doute parce que les moyens d'information étaient plus maigres. Mais aujourd'hui, et depuis que j'existe, c'est une évidence. Jamais il y a eu la paix sur la terre, quels qu'aient été les messages et les leçons données par tous ceux qui nous ont précédés. Je dis tous ceux qui nous ont précédés dans le yoga et dans les voies identiques ou semblables ou cherchant la même découverte du dharma que le yoga. La deuxième citation, ça vient d'une autre tradition, mais qui est aussi du yoga musulman, c'est le soufisme et Rumi. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Né en 1207 et mort en 1275, mort à Konya, oh le joli chat, mort à Konya en Turquie. Il dit, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es la totalité de l'océan dans une goutte d'eau. Chacun d'entre nous est porteur de la totalité de ce qui est. C'est aussi ce que disait autrement Krishnamurti quand il disait que chaque être humain est emporté par le fleuve immense de la psyché humaine qui porte les marques, les mémoires de toute l'humanité qui l'a précédée. Et c'est pour ça que nous savons, chaque fois que quelqu'un parle de ce qui lui arrive, de comment cette personne réagit aux événements, etc., nous savons de quoi elle parle parce que nous ne sommes pas différents. Fondamentalement, au niveau psychique, nous sommes tous marqués par le sceau des événements antérieurs. Bien sûr, c'est un enseignement qu'on trouve dans tous les textes de yoga, mais souvent on le réduit à une misérable petite histoire personnelle, mon histoire, mon passé, mes conditionnements, comme si ça existait indépendamment du reste de l'humanité. Comme si nous étions faits d'une pâte différente de toutes les autres, alors que c'est la même pâte qui se reproduit au fur et à mesure du temps, de génération en génération, mais avec des visages différents et évidemment des détails qui changent. Donc la nécessité de réaliser que nous sommes non seulement au niveau psychique, à l'image de tous les humains qui ont vécu sur cette planète, mais aussi que nous ne sommes pas une goutte d'eau dans l'océan, mais que nous sommes la totalité de l'océan dans une goutte d'eau, nous devons nous interroger qu'est-ce qui nous manque pour parvenir à cette réalisation. Et là, je m'inspire d'un enseignement, on peut dire, oui, d'un médecin qui est d'origine hongroise, qui vit au Canada, qui est en fait un thérapeute, qui s'appelle Gabor Maté, et qui souligne qu'il ne peut pas y avoir de guérison si l'être humain ne reconnaît pas sa vulnérabilité fondamentale. Être vulnérable, le mot latin veut dire être blessé, c'est
c'est le sort de tous les êtres humains. Et il serait dommage et dommageable qu'on interprète le yoga comme une démarche qui nous rendrait invulnérables. Ça serait à l'opposé. L'invulnérabilité ne peut pas rimer avec l'amour. L'amour commence par l'amour de soi-même et l'amour de soi-même commence par la reconnaissance de notre vulnérabilité intrinsèque et fondamentale. Se soigner, se guérir par le yoga, ça n'est pas devenir invulnérable, ça n'est pas avoir des solutions aux différentes difficultés que l'on rencontre dans l'existence, ça n'est pas enseigner que le yoga rend invulnérable, ça n'est pas prétendre que le yoga donne des réponses à des problèmes, par exemple de santé, si il n'y a pas en même temps indiqué la direction fondamentale que nous sommes des êtres fragiles et que cette fragilité est notre force à une seule et unique condition, c'est que nous acceptions de le reconnaître, parce qu'à ce moment-là, nous devenons, comme tout être vivant, susceptibles de continuer à exister même dans les conditions les plus terribles. Je pense aux gens qui sont à Gaza, je pense aussi bien sûr aux gens qui ont été capturés ou torturés par les membres du Hamas. Mais il y a tellement d'autres endroits où les êtres humains souffrent. N'oublions pas les Ouïghours, les Rohingyas et tant d'autres qui souffrent de l'injustice, qui souffrent de la mainmise des puissants sur leur vie. Eh bien, c'est probablement pas dans la lutte, enfin, il faut lutter quand il n'y a pas d'autres possibilités, mais c'est dans la capacité à pleurer, à avoir du chagrin, à reconnaître notre impuissance, que nous commençons à grandir intérieurement et que nous commençons à sentir à quel point nous sommes faits de la même fibre que tout ce qui existe dans l'univers. C'est pas par hasard d'ailleurs que le mal existe, le mal, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont on l'évalue ou le définisse. S'il n'y avait pas le mal de la blessure, il n'y aurait sans doute pas de possibilité de grandir spirituellement. Alors, c'est une autre parole de Rumi que j'aime bien. La blessure est le lieu où la lumière pénètre. Ça me fait penser à une chanson aussi de Leonard Cohen qui dit « C'est par les failles que la lumière entre ». Ça n'est pas par les certitudes, ça n'est pas par les protections, les cuirasses, tout ce qui donne un faux sentiment de sécurité. C'est bien par notre capacité à reconnaître notre nature. Et je rappelle que dans le Yoga Sutra, mais ça à la suite du Sankhya, Patanjali dit que la nature, la Prakriti, elle fait en sorte que nous traversions d'abord les expériences Bhoga, et ces expériences, elles vont de Paritapa, l'extrême brûlure, une brûlure insupportable, à Hlada, la joie horripilante dans le sens où tous les cheveux se dressent sur la tête de joie, que cet échantillon d'un extrême à l'autre, c'est l'école de la vie, c'est par elle qu'on apprend, et que au fur et à mesure qu'on apprend, eh bien les conditions qui créent, qui sont celles que nous créons nous-mêmes, qui nous font
subir l'extrême brûlure et tout ce qui s'en rapproche, l'enfer que nous créons nous-mêmes diminue et que ce qui est de la nature, non pas du paradis, parce que le paradis et l'extase sont des moments certes privilégiés, mais qui ne durent pas, mais cette évolution nous permet de découvrir au centre l'axe, le dharma, l'équilibre, la stabilité dont parle Patanjali dans le premier chapitre, la stabilité qui vient de Abhyasa, de l'exercice, à condition que, simultanément, il y ait Vairagya, l'absence de coloration, l'impartialité dont parle la Bhagavad Gita, le fait de porter un regard égal sur chaque être et sur chaque chose qui est bien loin de notre état naturel, puisque c'est ça que nous devons apprendre. Si nous naissions avec cette capacité, eh ben, il n'y aurait pas besoin d'aller à l'école. Si nous étions déjà des êtres éveillés spirituellement, nous n'aurions pas besoin de nous adresser au yoga pour essayer de comprendre la vie autrement, de réaliser que c'est tout un processus par lequel on doit passer. Certains le traversent comme l'éclair. À peine ont-ils mis un pied à l'école, ils en sortent déjà parce qu'ils ont tout vu et tout compris instantanément. Et d'autres, ça piétine. Les salles de classe sont pleines. Les professeurs sont débordés. Ça va de plus en plus dans cette direction. Rappelez-vous que même en Occident, pendant très longtemps, si éducation il y avait, c'était éducation d'un précepteur avec un élève. En Inde, ça a continué encore jusqu'à il y a quelques années. Deshikachar n'a jamais, de mon temps, donné un seul cours collectif de yoga, ni postural, ni sur le Yoga Sutra. C'est venu en cours de route, pour le Yoga Sutra d'abord. Bon, il a dû à certains moments répondre à la demande de ses élèves occidentaux de donner des cours collectifs en stage invités en France, mais alors il rechignait, ça lui déplaisait souverainement parce que c'était à l'opposé de le dicton fondamental que donnent les brahmanes, ekas tapas, dvir adhyaya, un seul pour l'ascèse, c'est-à-dire quand on a appris, la pratique se fait seule, deux pour l'étude, que ce soit l'étude des textes ou l'étude des éléments fondamentaux de la pratique, un professeur, un élève, pas un professeur et 100 élèves, ou 10 élèves, ou 2 élèves. Donc, il y a un glissement, et un glissement qui se comprend, étant donné que les fondamentaux de l'éducation aujourd'hui ne sont pas de créer des êtres humains se rapprochant du dharma, mais des boulons pour la machine de la société collective, laquelle est fondée, quels que soient les slogans, sur l'injustice. Les slogans, ce qui est écrit sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est devenu purement fictif. Ça ne correspond plus du tout à la réalité des choses. Il y a des gens qui luttent pour que cela continue à être une réalité, mais ça se perd de plus en plus. Alors la question que l'on peut se poser quand on enseigne le yoga, je l'ai dit en anglais, mais je vais le redire ici, dans les textes qui correspondent au code d'éthique de l'Union européenne, en France pour l'Institut français de yoga et je suppose pour d'autres fédérations. Nous ne sommes pas censés parler ni religion ni politique à nos élèves. Comment enseigner le yoga sans parler religion ou en tout cas esprit religieux, puisque le yoga est une voie qui cherche à libérer l'être humain de ses entraves, donc c'est une voie spirituelle, je dirais même mystique fondamentalement,
Et donc, parler du yoga simplement, inspire, lever les bras, expire, baisser la tête, c'est insuffisant, pour dire le moins. Et puis, on n'est pas censé parler politique. Mais la politique, c'est la vie de la cité. Et les textes de yoga commencent par de la politique. Dans la Bhagavad Gita, c'est l'annonce d'un conflit entre ceux qui ne suivent pas le dharma et ceux qui suivent le dharma. Et ceux qui suivent le dharma, Arjuna donc, baissent les bras devant l'étendue du désastre. Il va falloir lutter et tuer des êtres qui sont proches, qui sont des amis, qui sont des guides pas spirituels, des guides militaires. Et si on regarde un texte comme la Hatha Yoga Pradipika, il est dit que pour pratiquer le yoga, il faut chercher un royaume où il est facile de vivre de la mendicité, c'est-à-dire conditions politiques, comme il y avait dans l'Inde ancienne, où une démarche comme le yoga était soutenue soit par des mécènes, comme les Maharajas, les rois, etc., qui fournissaient le nécessaire pour vivre à ceux qui enseignaient des disciplines comme la musique ou la danse ou le yoga ou d'autres, ou soit par la mendicité, puisque le yoga s'est transmis pas seulement de père à disciple, enfin de père de famille à disciple, comme ce fut le cas de Krishnamacharya, mais aussi beaucoup par des samnyasines, des renonçants. Le système de la société indienne permettait à des êtres humains de quitter la société s'ils le souhaitaient et de vivre à partir des dons de la société, la mendicité. Donc la politique existe dans le yoga depuis les origines et on serait censé ne pas en parler. C'est absurde. Maintenant, comment en parler? C'est sûr qu'on ne peut pas projeter nos propres points de vue. Ça serait dommageable pour soi-même et pour les autres. Mais on peut partager le fait qu'il ne peut pas y avoir de yoga s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas d'équilibre, s'il n'y a pas une répartition des biens, s'il n'y a pas la main tendue vers le nécessiteux, vers celui qui souffre, s'il n'y a pas de compassion. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, les 4 attitudes fondamentales à avoir vis-à-vis des autres êtres. L'amitié, pour pas dire l'amour, Maitri, la compassion, Karuna, l'allégresse, la joie, le plaisir d'être avec des gens, Mudita, et Upeksha, qu'on traduit par neutralité bienveillante, mais qui veut dire un regard qui est intime, attentif, mais en gardant une distance pour ne pas être détruit par cela qui a perdu son équilibre, qui est déséquilibré, qui est un danger. Donc voilà, je vous parle de politique. Je ne vous dis pas qu'il faut voter à droite, à gauche, au milieu ou ailleurs. Je dis simplement que si on enseigne le yoga, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde. Pas seulement en France, pas seulement en Europe, sur la planète. Moi, je verrais bien que les milliardaires qui sont en train de se préparer à partir sur d'autres planètes, paraît-il, fassent de plus grandes fusées et emportent tous les gens qui sont malheureusement pour eux dans le adharma, qui n'ont pas su se guérir eux-mêmes parce qu'ils ont été traumatisés et mutilés intérieurement, qu'ils les emportent avec eux et qu'ils nous laissent la planète Terre parce que c'est une planète tellement extraordinaire. Comment pourrait-on s'en passer? Comment pourrait-on vivre ailleurs? Que ne ferions-nous pas pour la conserver? Tout ça, c'est de la politique. Bon, je crois que j'ai dit 45 minutes, j'étais un peu ambitieux parce que globalement, si j'ai encore quelque chose à dire, il serait extrêmement préjudiciable, je pense, pour
les enseignants de yoga de se positionner comme celles et ceux qui sont là pour sauver le monde. Quelqu'un a dit protégez-moi de ces gens qui veulent sauver le monde. Les gens qui veulent sauver le monde sont des gens extrêmement dangereux parce que, alors là encore, c'est Rumi. Tiens, je vais donner une autre citation, j'aime beaucoup l'esprit de Rumi. Hier, j'étais intelligent et j'ai voulu changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et c'est moi que je change. C'est-à-dire, vouloir changer le monde, c'est vouloir changer les autres, c'est d'une prétention infinie. C'est le signe d'une bêtise phénoménale et non pas d'une intelligence. Mais c'est comme ça que l'intellect fonctionne. L'intellect fonctionne en disant, voilà, rationnellement, il faut faire ci et il faut faire ça pour que ça fonctionne. Hein, on a demandé à un moment aux grandes surfaces de ne pas jeter les choses périmées qu'elles étaient censées jeter pour pouvoir les distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Voilà, ça c'est le genre de choses que les personnes intelligentes font pour essayer de sauver le monde. Mais c'est pas comme ça qu'on peut sauver le monde. Il faut d'abord se sauver soi-même, et pour se sauver soi-même, c'est pas un acte qui passe par l'intelligence intellectuelle, c'est un acte qui passe par l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, l'intellect n'est pas capable de la mettre en œuvre. D'où l'importance dans le yoga de la bhakti, de la voie dévotionnelle, mais il n'y a pas besoin d'un dieu pour être dans la voie dévotionnelle. Il suffit de réaliser que je ne suis pas une goutte d'eau dans l'océan, je suis la totalité de l'océan dans une goutte d'eau. Et ça, c'est la réalisation fondamentale que la leçon de la vie, je crois, cherche à nous apprendre. Et encore une fois, c'est à travers l'acceptation de notre fragilité et de notre vulnérabilité. C'est dans le fait de vivre totalement nos blessures pour ne pas les porter inutilement. Parce que, là encore, les gens qui ont été blessés, mal aimés, violés, etc., c'est le roman de leur vie. Ils s'identifient à ce roman tellement fortement qu'il y a très peu de failles par lesquelles ou laquelle la vraie intelligence, celle du cœur, pourrait pénétrer. Enfermé dans un roman de victime. Ne soyez enfermés dans aucun roman. Être enfermé dans le roman de la personne limitée, c'est se mettre des œillères une fois pour toutes, et elles sont extrêmement difficiles ensuite à ôter. Alors, je sais que c'est difficile souvent d'oser poser des questions, mais j'apprécierais vraiment que vous en ayez, que vous en posiez, que vous ne soyez pas d'accord avec moi et qu'on puisse en parler. Donc, je vous laisse la parole maintenant. François, tu pourrais repréciser cette pensée, enfin, peut-être ce fait que l'intelligence du cœur n'a rien à voir avec l'intelligence de l'intellect, et peut-être que j'ai cru comprendre dans ce que tu disais que cette intelligence du cœur ne pouvait pas se transformer par un acte fait avec l'intellect. Et des fois, ça m'a un peu inquiétée, parce que je me suis dit, si on a quelque chose qui vient du cœur, pour en prendre conscience, est-ce que ça passe pas automatiquement par l'intellect? Et si cette chose qui est venue du cœur, on veut la mettre au service d'autres, est-ce qu'elle n'est pas censée passer par l'intellect? Bonsoir Martine. Bonsoir. Merci pour ta question. Bon, tu sais que dans le Yoga Sutra, dans le 3e chapitre, Patanjali dit que c'est dans le cœur que
la connaissance complète des fonctionnements du corps-esprit, c'est-à-dire de notre structure limitée, est possible. Ce que j'interprète, hein, c'est une interprétation comme toujours dans le Yoga Sutra, ça n'est qu'en s'aimant qu'on peut se connaître et se comprendre. L'intelligence du cœur, c'est quand tu vois un mendiant dans la rue, tu te dis pas « Ah, je vais lui donner parce qu'il a un chien et ce chien a l'air malheureux » ou c'est je vais pas lui donner parce que sans doute il va aller boire une bouteille dès que j'aurai le dos tourné ». C'est laisser son cœur parler, il est silencieux ou il est touché et tu peux ensuite peut-être te dire, tiens, je me suis fait avoir, j'ai été touché par ce type-là, mais finalement, ça doit être un ivrogne, etc. Ça, la tête, elle peut toujours délirer ensuite, mais elle ne va pas être le moteur de l'action. Donc, oui, le moteur de l'action se situe pas dans l'intelligence intellectuelle, rationnelle. L'intelligence intellectuelle et rationnelle permet de mettre en œuvre des choses. Hein, par exemple, apprendre à conduire un véhicule, conduire le véhicule, le conduire de mieux en mieux, puis de moins en moins bien parce que on prend des automatismes regrettables, etc. Mais c'est le corps aussi qui est en jeu. On ne peut pas séparer l'intellect du corps et le corps de l'intellect. C'est un tout. Est-ce qu'on peut séparer le cœur du corps? Pas le cœur pompe cardiaque, mais l'amour ne vient pas de la structure. L'amour n'est ni dans le cerveau ni dans le cœur physique. L'amour, c'est la totalité de l'océan dans une goutte d'eau. Donc, entendre celui ou celle qui veut bien entendre que l'intelligence est source de malice. L'arbre interdit au paradis, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, c'est un acte de discrimination intellectuelle. L'amour aime le bien, mais aime aussi le mal de la même façon, parce que l'amour voit pourquoi le mal est là. Le mal est là pour nous apprendre à sortir de nos limites égocentrées et de faire l'expérience de la totalité de l'océan dans la goutte d'eau que je suis, que vous êtes. Mais j'aimerais comprendre mieux ta question par rapport au fait en quoi l'intelligence intellectuelle va permettre de manifester l'intelligence du cœur. Non, en fait, si tu veux, je réfléchissais plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que l'intuition fine et cette intelligence du cœur était là, mais qu'elle se traduisait ensuite en acte par l'intellect. Il me semble que ça marche comme ça, non? Traduire, c'est trahir. Étymologiquement. C'est-à-dire, voilà, il y a un monsieur Yoshua qu'on a appelé Jésus, qui a dit des choses fondamentales, et ensuite il y a des gens qui se sont dit, bon, on va organiser ça, puisqu'il a dit à Pierre, tu seras la pierre de mon église, on va créer une église et on va structurer tout ça, on va faire des conciles, etc. Et on a vu ce que ça a donné. La même chose dans le bouddhisme, la même chose dans toutes les religions. L'intellect est là pour organiser, mais dès qu'on organise les fédérations de yoga, l'Union européenne de yoga, on croit aller dans la bonne direction. En termes d'organisation, oui, mais en termes de porter le message essentiel, non. Le message essentiel est perdu dans les détails. Le diable a toujours raison dans les détails. Ça me fait penser, j'ai déjà raconté cette histoire, je vais la raconter maintenant. Donc voilà, croire que le monde sera sauvé par l'intelligence intellectuelle, c'est continuer exactement dans la même direction, c'est-à-dire développer le progrès technologique. Mais le progrès technologique issu
de gens sans cœur ne peut être qu'une source de destruction et d'inégalité dans la société humaine. Mais moi, je te parle de progrès issu du cœur. Le progrès issu Alors, du c'est cœur pas n'a pas possible. besoin d'intellect pour se manifester. Embrasser, il n'y a pas besoin d'intelligence intellectuelle. Embrasser la vie, embrasser les autres, s'embrasser soi-même, on a juste besoin d'un cœur et des bras. Enfin, c'est une image. Oui, mais si on met… Enfin, aïe, aïe, aïe. Je sais que tu vas m'attendre au tournant. Si on ne met pas en acte l'intelligence du cœur. Mettre en acte, il n'y a pas besoin d'intelligence intellectuelle, ça vient tout seul. Quand je vois une plante qui a soif, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je vais chercher mon Tu vois arrosoir ça et comme j'arrose ça, la toi, plante. d'accord. Mais c'est un exemple. Si tu veux. Là, alors, justement, c'est ce que nous apprend aussi le yoga fondamentalement. Penser, c'est avoir mal aux yeux, disait le poète Pessoa. Voir, c'est autre chose. Voir, c'est instantané. Le cœur voit. La pensée pense. Elle fait référence au passé, à la mémoire. Elle essaye de structurer les choses à partir de quelque chose qui s'est accumulé depuis des générations. Et c'est donc le même qui continue, la même violence, la même agressivité, la même insensibilité. Merci de ta question. Voyons s'il y en a d'autres parce que… Ah, il y a une main levée. Laurence. Oui, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la première. Commence par la plus importante. Elles sont toutes importantes. Bon. Alors, tu dis c'est la même patte quand tu parles de nos conditionnements, notre passé. Alors, si c'est la même patte que nous portons tous et qui nous anime et qui fait qu'on peut comprendre lorsque l'autre parle de certaines choses, on peut capter. Pourquoi autant d'incompréhension dans les conversations? Pourquoi globalement tant d'incompréhension? Tu vois, ça m'a interpellée. Pardon. Parce que dans ce courant psychique depuis les origines, pour la survie, l'être humain a essayé de prendre le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur les animaux, mais aussi le pouvoir d'être humain à être humain. C'est pour ça qu'il y a eu des chefs très tôt. On ne sait pas exactement, à part la force physique, mais peut-être aussi par la malice, par l'intelligence qui permet de contourner la force physique. Et puis les chefs sont devenus des rois, les rois sont devenus des empereurs, les empereurs sont devenus des présidents de la République, guerre de différence, même si soi-disant ils sont élus démocratiquement, mais ils sont élus à la majorité, et la majorité n'est pas nécessairement celle qui porte l'intelligence du cœur, loin de là. Alors il y a plein de mains qui se lèvent. Donc, de ce fait, l'interaction entre les êtres humains est fondée, consciemment ou inconsciemment, sur l'intention de ne pas être dominé par l'autre, ça c'est les plus bénins, et l'intention de dominer les autres, ça c'est les moins bénins. Mais c'est ce qui se passe, les parents les adultes vis-à-vis des enfants, des hommes vis-à-vis des femmes entre elles, mais aussi vis-à-vis des hommes maintenant, et ainsi de suite, et des gouvernements les uns vis-à-vis des autres. C'est le même cheminement dans la relation que partout ailleurs dans le monde. C'est la guerre. Alors, tu gardes tes autres questions pour tout à l'heure, oui. Parce qu'il y a d'autres mains levées. Alors, je ne sais pas qui est la deux. Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Ah, on ne t'entend pas, il n'y a pas le micro. Bonsoir François, bonsoir à tous. J'ai ressenti que nous avions perdu et que ça continue de se perdre parce que le système éducatif est fait de telle sorte que c'est une chose qu'on oublie complètement, c'est cette notion d'intuition. Et une intuition qui ne serait pas du tout intellectuelle, mais qui serait de l'ordre du ressenti qui passe par le cœur.
Et ça vient, me semble-t-il, résonner avec ce que tu disais, avec la question précédente, de savoir si le yoga ne nous permet pas justement, d'abord par la pratique physique, donc la connaissance de soi, peut-être avec le développement de l'amour de soi, de développer cette capacité à être perceptif à la fois physiquement, mais par l'espace du cœur. Je ne sais pas. Je pense que la sensibilité propre à certains individus est présente à la naissance quasiment. Et que peut-être il y a un développement possible par le biais de la pratique du yoga, mais il me semble que j'ai rencontré beaucoup de gens aussi insensibles que des bûchers, comme dit Rimbaud, qui pratiquent du yoga depuis des années. Ça les a pas modifiés en termes de sensibilité. Ils écrasent les fleurs quand ils marchent. Ils voient pas la beauté d'un nuage. Ils écoutent jamais de la musique. Ils pensent. Alors oui, l'intuition, moi j'aime pas ce mot, hein, parce que l'intuition, souvent tu dis, ah j'ai une intuition, en fait tu te gourres complètement. Je préfère le terme anglais insight, une vision intérieure fulgurante, où il n'y a pas de place au doute. Le Eureka mais voilà, le Eureka d'Archimède, il est précédé par tout un travail qui fait que quand Eureka arrive, il y a déjà toutes les preuves à l'intérieur pour savoir oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas. L'intuition, ce n'est pas un mot qui me plaît beaucoup. Mais la perceptivité, oui. Mais est-ce que tu dois t'interroger, enfin, moi, je m'interroge sur le fait que est-ce que cette sensibilité était déjà là avant ou pas? Avant le yoga ou pas? Il me semble que la plupart des gens, la sensibilité est là. Quelquefois, ça les amène au yoga. Mais les gens insensibles, ça les amène aussi au yoga pour d'autres raisons et je n'ai pas l'impression que ça change vraiment. C'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, l'enseignement du yoga, c'est asana et pas autre chose. Non, autre chose, ça serait quoi autre chose? C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi des professeurs qui sont formés oui, non, ça j'ai compris, mais qu'est-ce que tu proposerais comme autre chose? Eh ben, ce que tu expliquais, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le passage par le corps, mais c'est aussi par les Yoga Sutras, par un… Non, les Yoga Sutras, ça t'enferme complètement. Non, les textes, c'est le contraire. Ah non, les textes n'ont jamais rendu sensible qui que ce soit. Non. Il y a quand même une voie je ne sais pas, d'ouverture. La poésie, la musique, l'art. Oui, mais les gens qui sont sensibles à ça le sont, il me semble, par nature. Je fais référence aussi à ce que dit la Bhagavad Gita et le Sankhya et Patanjali en termes de différence de structure, suivant le guna prédominant. C'est plutôt tamas, c'est plutôt rajas, c'est plutôt sattva. La sensibilité, c'est pas une propriété humaine universelle, ou en tout cas, si elle l'était, je ne sais pas parce que j'ai pas de moyen de le savoir à la naissance, ça a été abîmé dramatiquement pour beaucoup d'êtres humains et je ne sais pas si c'est réparable ensuite. Ce qui me frappe par exemple, c'est le nombre d'enseignants de yoga, de pratiquants de yoga qui n'ont toujours pas fait le pas d'être végétariens. Et ça, je ne comprends pas. S'il y a de la sensibilité vis-à-vis de la vie, cette vie, elle n'est pas seulement en nous. Bien sûr, les végétaux aussi sont vivants. Bien sûr, ils ont une sensibilité, mais il y a un degré de sensibilité différente. Voilà, moi j'ai un jour aidé un fermier à tuer un cochon. Un jour, j'ai tiré sur un pigeon et je l'ai tué. Un jour, j'ai fait des expériences avec des souris blanches et elles en sont mortes. Mais tout ça, à la fois, ça me fascinait et ça me faisait mal.
Donc, il y avait quand même une part de sensibilité. Et le jour où je l'ai réalisé, ben, ça a été fini. Fini, mais fini pour à jamais. Un jour, Deshikachar m'a dit « Ah, ben nous, Brahman, on est végétarien, mais si les circonstances l'exigent pour survivre, eh bien, c'est toléré de manger de la viande. » Ça m'a beaucoup surpris. Mais lui était très surpris que je sois végétarien d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'était une surprise en miroir. Merci en tout cas pour ta question. Je vais passer à Déborah qui a levé la main aussi. Oui, en fait, ce qui a été dit, ça me fait beaucoup réfléchir, mais bon, je vais quand même poser ma question. À un moment donné, tu as dit que l'homme, au tout début de ton truc, était un animal, mais sans l'innocence. Et sans innocence. Enfin, que les animaux étaient innocents, mais pas l'homme. Et un peu plus loin, tu as dit que à partir du moment où la société est devenue, on va dire, agricole, hein, enfin, avant c'était nomade, j'ai eu l'impression que tu disais que c'était à partir de ce moment-là qu'il y avait eu la cessation de la paix, enfin qu'il n'y avait plus de paix. Oui, la guerre. Oui, oui. La guerre. Et je voulais que tu expliques ces deux points, c'est-à-dire entre la différence homme-animal et ce côté nomade et agricole. Voilà, c'est très pointu. Voilà. Apparemment, moi je ne suis pas historien ou spécialiste, mais il semblerait qu'à l'époque du nomadisme, c'est-à-dire chasseur-cueilleur, avant l'apparition de l'agriculture au Moyen-Orient, si c'est bien au Moyen-Orient que ça a eu lieu, quand il y avait des groupes d'êtres humains qui arrivaient sur le même territoire, ils faisaient tout un charivari pour effrayer les autres, et il y avait un des deux groupes qui s'en allait, mais ils ne se battaient pas. Parce qu'il y avait suffisamment de territoire et pas assez d'êtres humains pour que ça vaille la peine de s'entretuer. À partir du moment où on possède quelque chose, une terre, où on travaille sur cette terre, donc on passe du temps et on se casse le dos, eh bien évidemment, s'il y a d'autres qui viennent pour prendre des récoltes, on n'est pas content. Donc c'est le premier mobile de guerre, bien avant la religion, c'est quand même une question de survie. Mais après, ça a continué avec d'autres motifs. Moi, je crois en Pharaon, au dieu Ra ou je ne sais quoi. Toi, tu crois en Jéhovah, etc. Et on se tape sur la gueule et ça continue aujourd'hui. Donc, il y a toutes sortes de motivations, mais c'est le développement de l'espèce humaine qui a conduit à la prédominance du conflit sur cette planète. La première chose que j'ai dite, je ne me souviens plus exactement, mais ce que je voulais dire, c'est que l'animal est innocent dans le sens qu'il n'a pas une capacité autoréflexive qui lui permet non seulement d'être conscient, car l'animal est conscient, mais d'être conscient d'être conscient. Et nous, humains, nous sommes conscients d'être conscients. Et à partir du moment où nous sommes conscients d'être conscients, nous sommes responsables de la manière dont nous nous comportons parce que nous échappons à la mécanique des instincts qui font que les animaux ont très peu de possibilités d'en sortir. Je ferai remarquer quand même que l'animal a des facultés d'adaptation extraordinaires et il y a des exemples qui montrent que certains animaux échappent aux mécanismes dans lesquels ils sont soi-disant enfermés. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas être absolument certain de ce que je dis, mais je donne un exemple. Au moment du tsunami, alors je ne sais plus quelle année c'était, qui a dévasté l'Indonésie, les côtes de l'Inde, la vague est venue jusqu'en Afrique de l'Est. Et il y a un ranger, un garde, je ne sais pas comment on les appelle en français, garde champêtre, je ne sais pas, enfin un responsable d'un parc naturel dans un de ces pays de l'Est de l'Afrique, qui témoigne d'une chose extraordinaire, c'est que la vague est remontée le long d'un estuaire et est arrivée jusqu'à un groupe d'hippopotames. Et là, la vague était tellement forte que dans son reflux, elle a emporté un jeune hippopotame et l'a ramené dans la mer. Un hippopotame dans l'eau salée, ça ne survit pas. Donc, l'hippopotame, à moitié agonisant,
s'est retrouvé sur la rive. Et là, une tortue mâle est venue à son secours. Et on voit la photo que le mâle sort, enfin, on voit pas la sortie par le mâle de l'hippopotame, mais on voit l'hippopotame allongé avec sa tête sur la carapace de la tortue. Et le ranger dit, j'ai jamais vu ça, qu'un reptile, et en plus un reptile du sexe opposé, prenne en charge un mammifère pour le sauver et pas le soigner, mais l'aider. Bon, il y a plein d'exemples comme ça où l'idée que les animaux sont assujettis à leur instinct doit peut-être être mis en question. Mais l'animal, globalement, est innocent, alors que l'être humain, lui, il a un sens, enfin, comme la justice le dit, hein, on est responsable que quand on est conscient de ses actes. Et plus on est conscient, plus on est responsable de l'état du monde. Et c'est pour ça que ceux et celles d'entre nous qui pratiquons le yoga avons une plus grande responsabilité dans l'état du monde. Et il me semble que notre action sociale fondamentale, c'est celle qui a lieu maintenant, c'est-à-dire de partager sur le sens de la vie, l'importance de s'aimer et à partir de là de pouvoir faire l'expérience d'un amour inconditionnel et non pas un amour seulement avec ce à quoi on est identifié, celles et les choses auxquelles on est identifié, et que c'est probablement l'action la plus juste, mais en même temps très limitée, parce que la taille de l'humanité et le nombre de personnes qui peuvent témoigner d'autre chose que simplement la lutte pour la vie, la survie, eh bien, l'équilibre est difficile. Et on a vu dans l'histoire que tous les messagers qui ont dit l'essentiel n'ont pas conduit à la transformation de la globalité de l'humanité. C'est pour ça que, quant à moi, je suis assez pessimiste, mais ça n'a pas d'importance, vraiment. Oui, André, bonsoir. Salut François, bonjour tout le monde. Salut. Oui, je voudrais simplement, il y a une question et aussi te dire que je partage totalement avec toi le fait que nous avons tous la nécessité de reconnaître notre fragilité et notre vulnérabilité, mais complètement, et qu'il n'y a rien de plus problématique dans le monde du yoga, justement, que beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Comme si le yoga devait nous protéger de tout et nous éloigner de notre propre sensibilité. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous l'avez peut-être éprouvé tous autour de vous, les personnes qui nous entourent parfois nous amènent dans cette direction. Comment tu fais du yoga et tu es enrhumé? Comment tu fais du yoga et tu es malade, etc., etc. Okay. Ou tu te mets en colère. Exactement, tu te mets en colère. Donc, on a vraiment à se protéger de ça et à rétablir la vérité, quoi, complètement. Et ma question, c'est, est-ce que tu ne penses pas quand même que le yoga, dans la direction dont tu viens de parler, hein, bien sûr, s'il ne nous protège pas de tout, nous donne quand même la possibilité de traverser les zones de turbulence de notre vie, les aléas, les moments difficiles, sans totalement s'écrouler, sans possibilité de se relever, sans totalement se perdre, sans possibilité de se retrouver, évidemment, tout en restant sensible au chagrin, sensible à la souffrance, etc. Est-ce qu'on n'a pas quand même cette puissance-là, peut-être? On a cette puissance-là, je suis complètement d'accord avec toi, mais à la condition, à travers le cheminement du yoga, être arrivé au point où on a reconnu sa vulnérabilité, où on connaît ses limites, on connaît ses imperfections
Et néanmoins, on s'accepte tel que l'on est et on s'aime tel que l'on est et on passe pas son temps à vouloir changer des choses qu'on ne pourra jamais changer. Ok, d'accord, entièrement d'accord avec ça. Mais si on en est là, peut-être que, encore une fois, j'emploie le mot puissance, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais cette possibilité, en tout cas, cette potentialité à traverser la vie sans totalement, comment dire, s'écrouler, se perdre totalement, être totalement dans la dépression la plus profonde et pas pouvoir refaire surface, etc. Peut-être que le yoga nous donne cette possibilité quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est sans importance le côté pessimiste que j'exprimais sur le fait que il est peu probable que les enseignements, que ce soit ceux du yoga, du zen, de toute autre démarche, du Tao, du soufisme, même si ça comprend un nombre considérable d'êtres humains, par rapport à la globalité qui constitue l'humanité, avec toutes les blessures et les souffrances et les incompréhensions, les meurtres, les injustices, les abus, il est peu probable que cela fasse basculer. C'est mon point de vue. Mais je dis ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que tout cet ensemble c'est le jeu de l'océan tout entier ou de l'univers tout entier ou de la réalité tout entière et que nous ne sommes qu'un épiphénomène ou un épisode. C'est pour ça qu'en Inde, ils aiment bien parler de centaines de milliers, de millions, de milliards de vies, qu'un jour de Brahma ou une nuit de Brahma, c'est incalculable, que le Kali Yuga, ça a commencé déjà il y a longtemps, on est en plein dedans, mais ça va continuer encore longtemps. C'est-à-dire, et il conclut en disant, oui, mais tout ça, tous les mondes, les 7 mondes, ou les 3 mondes, suivant que c'est les 3 à simplifier, ou les 7 décrits en détail, ça n'est qu'une mouche dans le ciel. Ça a aussi peu d'importance et une taille aussi minuscule qu'une mouche dans le ciel. Parce que, voilà, ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on peut pas vraiment accepter, mais néanmoins, on doit bien se rendre compte que par rapport à l'immensité des galaxies, à l'immensité de l'univers, faut pas se prétendre plus que l'on est. C'est un roman extraordinaire, mais ce roman aura une fin. Et peu importe à quel moment cette fin aura lieu, ce qu'il faut, c'est trouver ce que tu dis, cette capacité euh, à aimer malgré tout. Je pense que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, pardon, je vais mettre ma caméra. C'est Delphine qui parle? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc bonsoir, enchantée. Merci pour cette belle intervention et à tous ceux qui sont là aussi. Ça porte forcément d'échanger. Ce qui alors je sais pas si c'est vraiment une question, mais ce qui m'interpelle dans ce que tu as dit, c'est évidemment, bien sûr, cette capacité à reconnaître sa fragilité et celle des autres, du coup. Et ce qui m'a un petit peu aussi interrogée, c'est le fait de la sensibilité. Et moi, ce qui m'a parlé de la sensibilité. Sensibilité ou insensibilité? Oui, non, sensibilité. C'est-à-dire que, mais justement, j'y viens. Le fait de dire, effectivement, on est sensible ou on l'est pas, donc de cette voix du cœur. Là, ça m'interroge parce que si les gens viennent à nous au yoga, voilà, quand on enseigne, et voilà, évidemment, on ressent aussi cette recherche de l'élève, c'est qu'ils ne l'ont peut-être pas forcément de façon innée, ou en tout cas, je crois qu'elle est là, mais qu'elle est cachée. Enfin, ce qui m'a interpellée, c'est cette façon, le fait que, comme tu as dit, voilà, il y a des gens sensibles à la musique, à la poésie, etc., et d'autres pas.
Et moi, je me dis, je pense qu'on est tous sensibles, mais finalement, ce que tu disais au début, c'est-à-dire le fait d'être aimé ou de ne pas avoir été aimé, le fait aussi d'avoir traversé des conditionnements, etc., une société ou en tout cas une expérience de vie difficile, fait que peut-être on met de côté cette sensibilité. Est-ce que le yoga n'est pas là pour justement la réanimer, quoi? Mais c'est pas facile. Enfin, voilà, Non, c'est là toute la question, quoi. encore une fois, c'est la même question que Sylvie avec l'intuition et la sensibilité. Comment, en tant qu'enseignant de yoga, peut-on… Alors, oui, il y a la possibilité, si on a l'intuition, j'aime pas ce mot, si on a soi-même la sensibilité de percevoir la blessure de l'autre, ce qui l'a rendu insensible, parce que il y a deux formes d'insensibilité. Il y a une insensibilité de naissance, je dirais, apparemment, et puis il y a l'insensibilité qui vient qu'on se protège de la blessure qui est insupportable et qu'on refoule. Si la sensibilité de l'enseignant est suffisante pour qu'il perçoive que l'insensibilité de l'élève vient de cette blessure refoulée, il y a peut-être moyen par le yoga, mais pas seulement, par le dialogue, par les échanges, par le partage, par l'attention donnée à la personne, moyen d'aider cette personne à prendre conscience de ce blocage. Ou, si on n'en est pas capable, d'adresser cette personne à un ou une thérapeute qui a les outils pour l'aider à sortir de ce blocage. Parce que là, autrement, c'est se croire tout puissant en tant qu'enseignant de yoga. Si on pense qu'on va pouvoir tout résoudre par soi-même, je pense que ça serait pas très, très juste. Oui, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On ne peut pas changer le monde, on peut juste changer soi-même et voilà, et voir, enfin voilà, et laisser faire, quoi. En tout cas, essayer. Et c'est vrai Oui, mais que si les gens on n'a viennent pas vers toujours toi, les clés, quoi. si les gens viennent vers toi, s'ils t'ont choisi, et si toi, tu t'es offert aux autres en choisissant cette vocation difficile d'enseigner le yoga, il y a une possibilité d'interaction dans laquelle tu vas pouvoir intervenir et tendre la main à l'autre, que ça soit en lui disant il faut aller voir quelqu'un d'autre si tu ne te sens pas apte à le faire toi-même, ou soit en trouvant les moyens pour que cette personne réalise qu'elle s'est arrêtée de croître. Parce que dès que on refoule ses blessures et on refuse de se mettre à leur écoute et de laisser cette vulnérabilité et cette fragilité s'exprimer, on cesse de croître, on cesse de grandir, on cesse de pouvoir aller vers la réalisation que le yoga suggère. Merci pour ta question. Je vois que Déborah veut renouveler, veut à nouveau poser une question. Oui, en fait, ça rejoint, je rebondis en fait sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, que tous les êtres vivants naissant sur cette planète naissaient sensibles et que justement, c'était les événements de la vie, le contexte, qui, du coup, avidya aussi, hein, voilà, le voile à consommer qui nous insensibilise. Et là, tu viens de dire qu'il pouvait exister une insensibilité de naissance. Et alors, j'avais jamais envisagé cette possibilité-là. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te permettait de le dire, en fait. J'ai dit je pensais, mais je n'en suis pas sûr. Oui, alors qu'est-ce qu'elle fait pour aller vers… Alors, il y a deux explications possibles. L'explication occidentale, la génétique, la généalogie, la succession
de parents qui portaient des gènes d'insensibilité, manque de, comment on appelle ça, des neurones miroirs, la manière de s'alimenter de toutes des générations les unes après les autres. Enfin, peut avoir plein de facteurs qui l'expliquent. Ou, et ça c'est l'explication de l'Orient tout entier, une histoire de plusieurs naissances, pas une seule, de transmigration, et par lesquelles des énergies psychiques continuent à exister et vont s'exprimer dans un être qui naît et qui est comment dire, influencé par ces énergies psychiques irrésolues, non résolues, mais ça revient peut-être au même, hein, ça revient peut-être au fait que ces énergies psychiques non résolues sont celles de gens qui n'ont pas su résoudre les conséquences des blessures qu'ils ont subies dans la vie antérieure. Je ne sais pas. Franchement, je pense que personne ne peut le dire. Ça reste du domaine de l'hypothèse. Donc, c'est secondaire à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que le temps passe, peut-être qu'il va falloir s'arrêter. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure c'est possible de continuer, mais allez-y si vous en avez ou des remarques. Remarques ou questions, j'en sais rien. Laurence. Hein? Pardon? Qui parle? André. Oui, André, vas-y. Oui, pardon. Oui, tout à l'heure, tu as dit, tu as valorisé la sensibilité artistique, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à des formes d'art, que ce soit la poésie, la musique ou d'autres. Okay. Et est-ce que tu penses que le simple fait d'être sensible à différentes formes d'art est le signe que quelque chose nous parle de la sensibilité du cœur? Parce que pendant la guerre, les nazis, certains d'entre eux en tout cas, étaient des grands mélomanes. Oui. Okay, et je ne pense pas qu'au niveau de la sensibilité du cœur, c'était réellement ouvert. Donc je me pose la question, est-ce que cette sensibilité artistique peut avoir une résonance de façon inévitable avec cette ouverture du cœur dont on parle dans le yoga? Hitler aimait beaucoup sa chienne berger allemand. Berger allemand, ça lui semblait dans le droit fil de l'arianisme, alors que les juifs, c'était des animaux dégoûtants. Oui. Oui. Alors, la sensibilité artistique culturelle, c'est-à-dire conditionnée, Wagner, Bach, Debussy, Goya, Rembrandt, c'est une chose, c'est une sensibilité acquise. Mais la sensibilité devant une pâquerette ou un brin d'herbe, les brins d'herbe de Walt Whitman, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané. Donc, la sensibilité artistique construite, je pense, ne garantit absolument pas une sensibilité à tous horizons. Je parlais de la sensibilité immédiate, non culturellement déterminée, si tu veux. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ne jurent que par la musique, mais ils sont incapables d'écouter une musique autre que celle qu'ils écoutent habituellement. On leur met du hard rock, ils s'arrachent les cheveux. On leur met de la musique indienne, ils disent bon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire ils ont une sensibilité seulement dans une direction, celle de leur conditionnement artistique. C'est pas de cette sensibilité-là dont je voulais parler. Tu voulais redire autre chose? Il y a Laurence. Non, mais pour moi, si tu veux le mot artistique, pourquoi? Si je m'émerveille devant une fleur, c'est de la sensibilité, mais pourquoi artistique, quoi, je veux dire.
Ah non, je dis automatiquement artistique. à coller. Non, mais je Oui, te parlais non, de... mais la sensibilité tout court, si tu préfères, oui. Ah, ben d'accord, ok. Non, mais Oui, oui, je ne tiens pas absolument à aller dans les musées, hein, au Non, mais ça contraire. portait sur la sémantique, moi, vraiment sur Oui, la oui, sensibilité d'accord. artistique. Oui, mais je suis d'accord, hein. Ok. Laurence, qui a levé la Oui, main. oui. Même question, alors. Alors, je m'interroge sur quelque chose qui m'a interpellée quand tu as parlé d'amour. Et ça m'a amené à me dire, mais alors, le désamour, la distance que j'ai vis-à-vis de l'autre parle du désamour que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et ensuite, Oui. ça m'a fait faire un petit mouvement de recul. Et du coup, la pratique dans sa globalité va peut-être m'amener à aller vers plus d'amour pour moi-même. Et du coup, à partir de ce moment-là, est-ce que chacun cheminant dans ce sens-là, est-ce que du coup, la planète, quand on parle de l'état de la planète, ben, l'état de la planète traduit peut-être justement ce point que nous n'avons pas atteint. J'espère que je suis claire. Dans ma tête, c'est clair, mais je ne sais pas si je suis claire. Écoute, que tu sois réconcilié avec toi-même et l'humanité soit réconciliée avec elle-même, ça n'empêchera pas un volcan d'envoyer de la lave à certains moments, un tsunami de noyer des régions entières, etc. La nature, elle a son propre dynamisme. Mais ce que tu dis est utopique dans le sens que j'espère pour toi que tu vas complètement te réconcilier avec toi-même, que chacun d'entre nous va chacun se réconcilier complètement avec lui-même, mais que tous les êtres humains suivent le même chemin. C'est là où, quant à moi, je doute beaucoup. Je pense que c'est utopique. Et je pense aussi que l'école de la vie réclame des contrastes. C'est-à-dire l'idée qu'un jour tout puisse être réconcilié, que tout puisse être équilibré, qu'il n'y ait plus d'injustice et une vue de l'esprit qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'autrement, il n'y a plus de possibilité d'apprendre l'essentiel. Il faut du mal pour qu'il y ait de la lumière. Il faut autant qu'il y ait du mal qu'il y ait du bien pour qu'il y ait de la lumière. Les deux sont nécessaires. La conscience se développe à travers les contrastes. Donc, c'est pas possible que nous soyons tous humains, des êtres réalisés. Ça s'est jamais vu, ça se verra, je pense, jamais. C'est une question sur la balance de qu'est-ce qui pèse le plus lourd. Mais même si un jour le dharma prévalait, c'est-à-dire ce pourquoi Arjuna doit se battre dans la Bhagavad Gita, ça ne pourrait pas durer. Rien ne dure. Souvenez-vous, le parinama, le changement est universel dans le monde de la manifestation. Donc, ça, c'est encore aussi une sorte de fantasme. Ok, très bien, je te remercie. Bon, eh bien, merci pour votre présence, merci pour vos questions. J'ai vu plusieurs personnes qui n'ont pas parlé. Elisabeth, je te salue. Rosario, je te salue. Je ne sais pas qui d'autre que je connais. Peut-être que j'en connais plus, mais bon, voilà. Je peux pas faire le tour de tout le monde. Alors, Anne, je t'écoute demain sur le Tummo. Ça m'intéresse. Toujours dans le programme de l'Union européenne. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous avez encore le temps de vous inscrire. Voilà, et ben bonne soirée à toutes et à tous. Ah ben j'ai pas vu, tiens, il y a aussi Béatrice. Et à la prochaine, s'il y a une prochaine fois. Bonne soirée. Au revoir, merci, bonne soirée. Salut François, bye bye. Bye. Salut.
inscrit.